Bon, bonjour à tous. Donc on va attaquer avec la première session. Donc moi je m'appelle Damien Lochard, je travaille à Paris. Et donc on est plusieurs à modérer, comme vous le voyez. Enfin, on est au moins 4. Avec oui, pour ce type d'intervenant, oui, il va falloir ça. Donc avec Michel Slama, que vous avez reconnu sur la droite, Lise Legrand, et puis Océane Bouchot. Alors, voilà, on va démarrer d'emblée avec le premier topo. Donc, c'est une session sur l'évolution de l'amylose cardiaque en 20 ans, puisque Thibaut a rappelé tout à l'heure que quand même, maintenant, ça faisait 7 ans d'efforts pour la masterclass, et qu'au-delà des 7 ans, on a déjà eu pas mal d'évolutions. Donc, l'évolution du phénotype avec Olivier Lérez. Et puis, donc, les questions seront à la fin des sessions. Damien, bonjour à tous. Et je vais essayer de vous parler en 10 minutes. Je vois que Sylvia est au chrono. Je te remercie, Sylvia. De l'évolution du phénotype. Alors, je vais essayer d'illustrer le fait que ce phénotype, il évolue à travers de plusieurs choses. En tout cas, c'est tel que je le vois, à savoir l'amélioration des techniques diagnostiques qui permettent de classifier, de donner un profil phénotypique, qui permettent d'avoir des thérapeutiques dédiées au profil du patient, qui permet d'améliorer les connaissances des cardiologues. Et qui permet elle-même d'améliorer le diagnostic. Je veux dire par là que moi, quand j'ai commencé, je faisais de la scintigraphie, je diagnostiquais des amyloses et ça intéressait peu de monde parce qu'il n'y avait pas de thérapeutique. Et aujourd'hui, on en parle partout et c'est tant mieux parce qu'aujourd'hui, les cardiologues savent qu'ils peuvent traiter ces amyloses cardiaques avec succès, avec efficacité. Et du coup, ça contribue à l'amélioration des connaissances autour de l'amylose cardiaque et du coup, l'amélioration de la sensibilité du diagnostic. Et j'en veux pour preuve, et j'ai essayé ici de séparer en quelques grands articles qui me semblaient importants, mais qui sont bien évidemment pas les seuls. En 2005, la place de la scintigraphie osseuse décrite par Perugini. Cet article de Félan qui vous parle de l'apical sparing, de l'aspect en cocarde du strain en 2012. 2016, le consensus d'experts sur la place de la scintigraphie sans recours à la biopsie dans l'amylose cardiaque à transthyrétine. Et puis, premier traitement avec l'autorisation de mise sur le marché, les résultats de l'étude ATTRACT en 2018. Et donc, si on prend les cohortes épidémiologiques, eh bien, on voit aux États-Unis, vous voyez l'augmentation ici de la prévalence des cas, avec, vous le voyez, en 2005 peut-être cette place de la scintigraphie selon Perugini. Encore une fois, ce n'est pas les seuls articles, mais qui, vous voyez, cette cassure un peu des courbes qui permettent d'augmenter les prévalences et qui se traduisent, vous voyez, sur ces cohortes américaines par une augmentation entre 2000 et 2012 de la prévalence ici qui passe de 8 à 17 pour 100 000 habitants. Et si on en croit cette cohorte de 5000 patients de la NAC en Angleterre, eh bien, vous voyez qu'on a une évolution aussi du profil des spécialistes qui vont adresser les patients. Et vous voyez l'augmentation de la part en bleu ici des cardiologues qui vont référer les patients et qui sont la porte d'entrée de plus en plus de ces patients aux dépens d'autres disciplines où avant on avait effectivement énormément d'amylose AL, enfin énormément, plus d'amylose AL, pardon, et une part de l'amylose à transthyrétine qui est très cardiologique, qui prend le dessus sur la porte d'entrée de ces patients. Et si l'on en croit le stade ici d'évolution de la maladie, enfin de gravité de la maladie, le stade de la maladie, où vous voyez le stade NAC, qui est ce grade, ce score anglais de gravité de la maladie, on voit une augmentation de la prévalence, mais vous voyez, si vous prenez les stades 3 qui sont en rouge, eh bien vous voyez qu'on passe dans les années 2000 de un quart de la population à quasiment 10% sur la quatrième décade, enfin pas décade ici, puisqu'on est sur moins de 10 ans, mais sur la quatrième période de temps, vous voyez une diminution du grade de sévérité, une augmentation des stades 1 aux dépens des autres. Et donc, vous voyez qu'on a une évolution du phénotype qui se fait faire des phénotypes qui sont de moins en moins graves, et c'est tant mieux. Et si on en prend les paramètres échocardiographiques ici, vous avez le septum interventriculaire sur la gauche. Et vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, ce septum interventriculaire va être de plus en plus fin. C'est-à-dire qu'avant, où on diagnostiquait des hypertrophies franches, eh bien, on diagnostique des hypertrophies de moins en moins évidentes et des fractions d'éjection de moins en moins altérées sur le graphique de droite. Et tout ça, ça s'accompagne sur l'évolution au travers du temps, eh bien, d'une amélioration du pronostic de nos patients.
Alors si on prend le point de la scintigraphie et le consensus d'experts en 2016, eh bien vous voyez ce papier qui vient de sortir qui vous montre que ils ont fait avant et après 2016, ils vous montrent que vous avez une augmentation de 250% des diagnostics après 2016 pour l'ensemble des amyloses, particulièrement pour les transthyrétines bien évidemment, mais en fait l'ensemble des amyloses suivent ce graphe et cette tendance. Et vous voyez, si vous prenez le pronostic de ces patients, que ce soit de façon non ajustée ou après ajustement aux principaux facteurs confondants, que vont être le sexe, l'âge, etc., eh bien, on a une diminution de la mortalité, des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, et ce essentiellement d'ailleurs pour l'amylose à transthyrétine, mais pas exclusivement, avec une tendance aussi pour l'amylose à L. Et pour faire une synthèse de ce papier, vous voyez qu'on a affaire à des patients qui ont moins d'antécédents d'insuffisance cardiaque, qui rentrent dans la maladie avec des dyspnées un peu moins fortes, enfin des dyspnées moins dyspnéiques, moins symptomatiques, moins d'hypertrophie, des fractions d'éjection meilleures et des dysfonctions diastoliques moins importantes. Et ça s'accompagne d'un meilleur pronostic. Et si cette évolution est vraie pour les amyloses à transthyrétine, l'amélioration des techniques diagnostiques qui permet d'améliorer le diagnostic de la transthyrétine s'accompagne par un effet domino sur une amélioration également mais peut-être un peu plus retardée dans l'amylose à L sur le plan diagnostique et également sur le pronostic de ces patients. Alors les conséquences, puisqu'il fallait parler des conséquences pratiques, je vous l'ai dit, on a derrière les thérapeutiques qui arrivent et je voudrais rapidement passer sur les 4 grandes études qui ont marqué les dernières années. L'étude ATTRACT avec l'arrivée du tafamidis pour vous montrer très rapidement le profil des patients. Vous voyez des patients sur des âges qui, vous le verrez, ne changent pas beaucoup, mais vous voyez ici quasiment 30% de patients qui sont stade 3 de l'NYHA, DNT-proBNP qui sont aux alentours de 3000. Avec ici, je vous ai mis un autre stabilisateur avec des essais, l'étude Attribute qui a été publiée récemment, où vous voyez des patients peut-être un petit peu plus âgés, mais vous voyez des classes 3 qui diminuent, des stades 3 de l'NYHA qui diminuent ici aux alentours de entre 15 et 20%, et puis un NT-proBNP qui reste quand même assez ascensionné. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on a des profils avec des critères d'inclusion qui sont peut-être un peu différents également, mais des profils patients qui évoluent aussi au travers des études thérapeutiques qui accompagnent l'évolution. Avec, vous le voyez ici, pour le patisiran, cet ARN interférent, des classes 3 qui représentent moins de 10% des patients. Et la dernière étude en date, le vutrisiran, où vous voyez les stades 3 de la NYHA qui représentent aussi environ 10 ou un peu moins de 10% des patients. Et donc, du coup, des résultats qui sont difficilement comparables puisqu'encore une fois, les patients que nous traitions il y a une dizaine d'années ne sont pas les mêmes patients qui sont publiés dans les dernières études. Et donc, du coup, une vraie question qu'on aura, nous, dans notre pratique, c'est est-ce qu'on peut comparer ces études en termes de résultats et étant donné qu'on n'a pas d'études comparatives sur ces différentes thérapeutiques, comment positionner les thérapeutiques les unes par rapport aux autres. Alors, je vous disais, l'amélioration du diagnostic qui est du fait de l'amélioration de la connaissance des cardiologues et de ces thérapeutiques qui arrivent, eh bien, finalement, avant où on traitait sur des stades tardifs dans l'histoire naturelle de cette maladie, eh bien, aujourd'hui, de plus en plus, on va décaler notre diagnostic, faire des phases précoces avec finalement une faible charge amyloïde au niveau de ce myocarde et du coup, des faibles ascensions des marqueurs biologiques, des peu de symptômes, voire pas de symptômes, et ça va être toute la difficulté. Et je voudrais vous montrer ces travaux d'imagerie où on avait comparé des données scintigraphiques aux données échocardiographiques de nos patients. Et finalement, là où on diagnostiquait avant nos patients sur la droite avec des grades 3 scintigraphiques, des altérations du strain à prédominance basale, cet aspect encocarde que Phelan décrivait comme étant sensible dans 100% des cas, on sait aujourd'hui qu'on a de plus en plus de patients qui sont avec des grades 1 scintigraphiques, une faible altération du strain, cet aspect encocarde qu'on ne retrouve pas systématiquement, qui est très loin d'être systématique. Et si vous regardez les valeurs seuil ici de comparaison entre les grades 0 et les grades
un scintigraphique et vous avez les paramètres échocardiographiques. Vous voyez par exemple que le strain est à peine à moins 17%. On a une hypertrophie ventriculaire gauche ici avec un septum à peine à 11 mm. Et donc nous sommes sur des patients qui présentent peu ou pas de symptômes, une très faible dysfonction diastolique, une hypertrophie à peine existante. Et du coup, comment peut-on suspecter des amyloses chez ce profil de patients qui sont les patients qui viennent de l'évolution de nos techniques? Et probablement que l'avenir, mais c'est une réflexion qu'on doit avoir tous ensemble, mais Thibaut, à l'introduction de cette journée, parlait du transfert de cette amylose du secteur de la cardiologie vers d'autres disciplines, et probablement qu'il va falloir aller chercher un phénotype ailleurs que sur le phénotype cardiaque, avec notamment les atteintes extracardiaques, que ce soit les atteintes musculo-tendineuses ou les hématomes, les hématomes périorbitaires, la macroglossie, avec beaucoup probablement à faire du côté rhumatologique et des atteintes musculo-squelettiques. Et ce sera ici ma dernière slide, à savoir, je pense que le phénotype cardiaque tel qu'on l'a vu évoluer, qui est de moins en moins spécifique, doit nous amener probablement, et ce sera les conséquences pratiques de cette évolution sur les 20 dernières années, doit nous amener à nous ouvrir, à aller chercher un phénotype extracardiaque qui va nous permettre, nous cardiologues, de suspecter la pathologie. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On fait des questions après. Eh ben, merci Olivier. On continue. Alors, on a Loïc Bière qui va venir nous parler des conséquences sur le diagnostic clinique et l'imagerie. Merci. Bonjour à tous. Je remercie le comité scientifique et puis les partenaires qui permettent l'organisation de cette superbe journée et de m'avoir proposé de vous parler un petit peu de l'évolution, donc après Olivier, du diagnostic clinique et de l'imagerie chez nos patients. J'avais gardé en tête, comme Olivier, le fait que les choses ont évolué énormément sur les 20 dernières années, mais qu'aujourd'hui, les choses sont plutôt bien établies pour ce qui est du diagnostic de nos patients. Alors, Olivier nous l'a montré, à travers le monde, à travers l'Europe, toutes les séries le montrent, une incidence qui augmente, mais en fait surtout un diagnostic qui augmente en fait chez nos patients par une prise de conscience, notamment de la communauté cardiologique, mais aussi également des autres communautés médicales, et qui se fait surtout à la faveur des amyloses TTR wild type, mais également des AL qui, par l'effet domino, profitent et bénéficient aussi des avancées en ce sens. Et juste pour introduction, la mortalité de nos patients, qu'elle soit TTR ou AL, elle a diminué depuis ces 20 dernières années. Vous voyez en rouge les premières séries qui étaient avec une mortalité catastrophique dès 1 an. Et puis là, 2015-2017, on a largement baissé et progressivement. Et probablement qu'aujourd'hui, les patients de 2024 sont encore mieux que ça. Alors, quand est-ce que je le suspecte ? Bien sûr, toutes ces avancées ont été possibles parce qu'on le suspecte plus fréquemment, et notamment par le prisme de la cardiologie. L'amylose TTR est principalement une pathologie cardiologique, et on voit rapidement que, quelle que soit votre surspécialité ou votre mode d'exercice, que vous soyez à gérer des patients présentant des sténoses aortiques, des cardiopathies hypertrophiques, 7%, 8% des patients sont porteurs d'une amylose TTR, et j'attire votre attention qu'en cas d'insuffisance cardiaque, aussi bien à fraction préservée que réduite, eh bien, il y a une grosse prévalence également de l'amylose cardiaque, avec des chiffres qui ne sont pas si différents que l'on soit réduit ou préservé. Ça, c'est un message qu'il faut garder. Alors, quand est-ce que je le suspecte ? Il y a les red flags qui sont mis en place et auxquels il faut penser dans le cadre du Position Paper de 2021. À partir du moment où vous avez un patient qui a au moins une épaisseur pariétale à 12 mm, et là, c'est des données échocardiographiques, et un seul des critères sur la droite, vous devez évoquer cette amylose et faire la démarche diagnostique nécessaire. Et même si on ne peut pas tout lister, j'attire encore une fois votre attention, tous les patients insuffisants cardiaques de plus de 65 ans avec une hypertrophie, tant est-il que vous n'avez pas une cause évidente à cette hypertrophie ailleurs, ou bien sur des situations beaucoup plus fréquentes comme le canal carpien, la rupture du tendon bicipital, qui sont des choses qui pour nous cardiologues en fait doivent nous alerter, des choses à laquelle on n'avait pas l'habitude de se conférer auparavant. Alors quels sont mes moyens pour faire le diagnostic
de cette amylose cardiaque. Alors j'ai aussi utilisé PubMed en fait pour tracer une frise chronologique en fait, puisque l'idée de cette présentation, c'était de tracer les avancées sur les 20 ans, en faisant un petit peu quelque chose un peu brouillon, c'est vrai, mais en faisant le parallèle entre le fait que la science s'intéresse à une pathologie, la clinique s'intéresse à la science, et donc du coup le reflet du nombre de publications par an sur une thématique peut faire le reflet un petit peu de comment ça se passe et comment on évolue et comment on avance sur la prise en charge de nos malades. Et vous avez ici, j'ai fait la recherche cardiaque amyloïdosis avec IRM cardiaque, échographie, scintigraphie et biopsie endomyocardique, puisque c'est un élément du diagnostic également. Et on va voir que l'échographie était quasiment le seul existant avant les années 2010 dans les publications sur PubMed, avec des critères qu'on va détailler après. Et puis qu'ensuite, on a une première cassure qui arrive avec l'arrivée de l'IRM cardiaque, notamment en année 2010. Alors on savait diagnostiquer l'amylose avant 2010, grâce à l'hypersignal de rehaussement tardif, mais l'imagerie paramétrique, le TR mapping, le volume extracellulaire sont un outil extrêmement robuste et reproductible qui apparaît dans ces années-là. Et on voit qu'il y a un boom à ce moment-là sur l'utilisation de l'IRM cardiaque pour suspecter la pathologie. Et puis, le deuxième boom, 2015, Perugini, avec son score en 4 classes, qui va nous permettre d'avoir une approche étiologique in vivo chez notre patient pour savoir si on est plutôt sur une TTR que sur une AL. Et puis vous voyez sur la fin, la biopsie endomyocardique qui est encore en train de se chercher. Il y a pas mal de controverses en fait sur son utilisation, est-ce qu'elle est si invasive que ça ou non, dans quelle utilité on peut l'adopter. Les choses restent à préciser, mais on voit qu'il y a véritablement un intérêt. Et finalement, elle est peut-être en dessous, mais pour quelque chose qui n'est pas si fréquemment réalisé que ça, on voit qu'on est à peine au tiers des autres modalités d'évaluation non invasive. L'algorithme diagnostique, il est disponible. Il commence avant tout par la suspicion diagnostique sur la clinique, sur les symptômes bien sûr, sur l'électrocardiogramme, et puis sur un faisceau d'arguments d'imagerie non invasifs que sont l'échographie et l'IRM, mis au même niveau. Deuxième étape, une fois que vous avez suspecté, vous devrez réaliser à la fois les tests hématologiques à la recherche d'un BIC monoclonal qui va vous faire évoquer grandement ce qui se passe sur la droite de l'algorithme, une amylose AL, et vous associez à ces tests hématologiques la scintigraphie au biphosphonate qui va vous marquer la probabilité d'avoir une amylose TTR chez votre malade. Et en cas de confirmation sur un grade 2 à 3, n'oubliez pas que s'associe une enquête génétique systématique aujourd'hui dans le cas de la confirmation diagnostique de l'amylose TTR. Il existe des situations où on sera obligé d'aller à la biopsie myocardique en cas d'incertitude diagnostique. Pour étayer cette présentation, un bref cas clinique, femme de 62 ans, patiente de novembre 2024, dysfonction sinusale, suspicion d'hypertrophie ventriculaire gauche par les correspondants, un fond de pro-BNP, un troponine limite en plateau pendant toute son hospitalisation. On réalise une imagerie, alors par le bienfait de la technologie, ça ne bouge pas, mais la boucle était censée vous montrer une FEVG préservée avec une hypertrophie autour des 14-15 mm. Et vous voyez que il y a beaucoup de critères qui ont été décrits dans la littérature. Il n'y a pas un seul critère pathognomique qui va vous permettre de dire à l'échographie, ce patient a une amylose cardiaque. Les phénotypes sont mêlés avec notamment tout ce qui est cardiopathie hypertrophique. Et j'attirais votre attention qu'il faut surtout avoir un faisceau d'arguments, un faisceau d'éléments diagnostiques. Et ceux-ci là nous permettent d'évaluer un score par Boldrini en 2020, où finalement chez notre patiente, la patiente correspondait à tous les scores. Et pourtant, le collègue qui avait fait l'échographie initialement pensait quand même qu'il y avait une cardiopathie hypertrophique chez cette malade. L'IRM cardiaque est réalisé dans la foulée. L'IRM cardiaque vous montre un rehaussement sur la ligne du bas, homogène, non systématisé à un territoire coronaire, à des parts sous-endocardiques au transmural. C'est ça vraiment la caractéristique la plus franche de l'amylose cardiaque. Et sur le haut, vous avez à 1,5 Tesla un TR mapping très élevé, un ECV calculé autour des 50%. Le Z2 est à 60 millisecondes, ce qui est élevé également à 1,5 Tesla et qui va traduire plutôt chez cette patiente une suspicion d'amylose AL. Donc on a fait notre algorithme diagnostique, on suspecte grâce à l'imagerie, on va réaliser la scintigraphie et les tests biologiques. Les tests biologiques vont revenir assez rapidement avec un pic monoclonal franc, un rapport kappa sur lambda 0,09 et un myelogramme est réalisé pendant l'hospitalisation avec une plasmocystose à 17%. Pour vous dire, cette patiente, elle a commencé sa première chimiothérapie hier, alors qu'elle a été diagnostiquée du coup en novembre pour cette dysfonction sinusale.
On revient un petit peu sur notre frise chronologique et pour parler de l'autre entité, l'autre amylose qui nous touche finalement un peu plus fréquemment quand même en cardiologie, l'amylose TTR. Et je rajouterai un petit peu comme à la façon dont l'a fait Olivier, les études en fait qui ont changé aussi le dogme et la façon de prendre en charge nos malades, avec Attract en 2018, puis Attribute, puis Helios, Apollo, et qui font qu'aujourd'hui, la science et la littérature va devoir avancer parce qu'il y a des nouveaux enjeux qui se précisent. À la fois sur le suivi de notre malade, une fois qu'il est traité, éventuellement par ta famille, comment est-ce qu'on va le suivre, comment est-ce qu'on va juger que ce patient échappe et qu'il y a une inefficacité des thérapeutiques. On va avoir plusieurs thérapeutiques possibles, quand est-ce qu'il faudra discuter la mise en place d'une deuxième ligne de thérapeutique. Et enfin, pour les études qui vont tester ces médicaments, l'efficacité, elle peut être en lien avec le bénéfice de morbimortalité directement, mais elle peut être aussi en lien, grâce aux nouvelles molécules, sur la régression de l'infiltration amyloïde. Alors le suivi, les recommandations vous recommandent un suivi que ce soit pour la AL ou ATTR, qui varie un petit peu à 6 mois ou 1 an, avec le contrôle cardiologique bien sûr, l'électrocardiogramme, l'échographie, et j'attire votre attention sur les marqueurs biologiques, pro-BNP et troponine dans le cadre du suivi, qui ne sont pas forcément quelque chose qu'on fait habituellement en cardiologie standard. Les critères d'échappement, ceux qui peuvent vous faire discuter aujourd'hui la prise en charge compassionnelle par le pâtissiérant, finalement, si vous faites votre suivi de façon telle que les recommandations, vous pourrez cocher ces cases. Et il faudra pouvoir cocher une case dans chacune des colonnes, clinique, biologique et imagerie. Et on voit que l'élévation du pro-BNP prend une place importante, l'augmentation de l'hypertrophie, l'altération de la fraction d'éjection. Et enfin, est-ce que ça peut être un critère d'efficacité? Qu'est-ce que l'imagerie ou la biologie peut vous proposer? J'attire juste votre attention sur cette publication qui mettait en évidence l'effet bénéfique du Ni106, l'anticorps qui a nettoyé en fait l'infiltration amyloïde des myocardes, avec le résultat significatif de la baisse des signaux sur les scintigraphies myocardiques, mais également la baisse du volume extracellulaire chez ces patients traités par Ni106. Et est-ce qu'on va pouvoir faire des IRM cardiaques de suivi à tous nos patients? Vous avez vu qu'il y a une épidémie de patients avec des amyloses TTR aujourd'hui, donc une épidémie de patients traités et qu'il va falloir être capable de suivre correctement. Potentiellement pas, ni à l'IRM, ni à la scintigraphie, parce que c'est quand même des examens qui prennent du temps. Et un nouvel arrivant arrive là, c'est la possibilité de mesurer le volume extracellulaire grâce au scanner, avec cette fois-ci une approche tridimensionnelle et un examen qui prend 6 à 10 minutes, le temps d'installation du malade. J'en ai terminé avec quelques rappels. La clinique et l'imagerie pour la suspicion diagnostique initialement. La scintigraphie et les tests hématologiques sont fondamentaux et centraux pour l'évaluation étiologique et guidés derrière la thérapeutique. Et enfin, pour le suivi, clinique, biologie, l'échographie, et puis peut-être le CV à l'avenir, mais ça, la suite nous le dira. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup. On va continuer les topos sur le diagnostic plus précoce de l'amylose avec les enjeux organisationnels entre ville et hôpital pour demain. Donc, c'est le docteur Gagandip Singh Chadha de Créteil qui va nous faire la présentation. Alors, bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de me donner l'opportunité de parler donc, du parcours de soins et notamment le lien avec la ville dans le cadre de l'amylose systémique. Ok. Alors j'ai commencé ma première diapo en parlant de l'enjeu diagnostique. On sait que les amyloses présentent des présentations cliniques qui sont diverses et variées et qui peuvent toucher tous les organes. Alors il y a 2 points importants à retenir. La première, c'est qu'il n'y a pas de signes spécifiques qui permettent de faire le diagnostic de l'amylose d'un point de vue clinique. Et la deuxième, c'est que c'est une maladie systémique, c'est-à-dire que non seulement ça touche tous les organes, mais ça peut toucher tous les organes en même temps. Donc à partir de là, on peut se poser la question et se dire que bon, si ça donne des atteintes systémiques, le diagnostic devrait être facile. Et pourtant, aujourd'hui, on a un tiers des patients qui ont un retard diagnostique et qui ont le diagnostic d'amylose après avoir vu au moins 5 professionnels de santé. Alors pourquoi il y a ce problème? D'une part, on sait que l'offre de soins en France est abondante. On a la chance d'avoir différentes spécialités qui, avec une expertise dans chacune de ces domaines, qui permettent d'avancer dans la prise en charge. Le problème, c'est que cette offre de soins, elle est très disparate en France et qu'il y a des inégalités territoriales.
Le deuxième problème, c'est qu'il y a un cloisonnement historique entre les généralistes et les spécialistes libéraux, mais également entre la ville et l'hôpital, ce qui fait que les différentes spécialités bossent en silo et il n'y a pas de coordination des soins. Le troisième point important, c'est qu'aujourd'hui, les délais des rendez-vous de l'accès aux soins ont été multipliés par 2 en 5 ans. Et quand on regarde les données de la Fédération hospitalière française, l'accès aux professionnels de santé de premier recours, qui est le généraliste, passe de 4 jours en 2019 à une durée moyenne de 10 jours, ce qui peut sembler invraisemblable, mais ce qui est une réalité aujourd'hui. Et cet accès aux soins est également limité pour les différentes spécialités, comme les cardiologues, où le délai actuel moyen est de 2 mois et demi. Et le dernier point important, c'est qu'il n'y a pas d'outils de communication commun, malgré les différentes spécialités qui sont faites, et notamment l'adoption du DMP qui reste toujours un peu limitée. Alors ces problèmes engendrent un manque de coordination dans les parcours de soins, et ça pose surtout un problème pour les pathologies transversales, comme l'amylose, qui nécessitent une coordination des soins pour être mieux pris en charge. Alors là, j'ai pris l'exemple de l'insuffisance cardiaque, et notamment du guide parcours qui avait été évoqué par l'HAS, qui mettait en relation le généraliste au premier plan. Alors l'intérêt était de se dire que les avantages, c'est qu'il y a un interlocuteur commun qui peut aider pour faciliter la coordination des soins. Le généraliste est souvent celui qui connaît également l'histoire personnelle du patient, puisqu'il a suivi le patient depuis un certain temps et il connaît également l'histoire de la maladie. Et ça permet aussi de limiter parfois des redondances d'examen, des prescriptions inutiles. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de médecins dans certains territoires en France, ce qui fait que ce schéma ne peut pas fonctionner. La durée moyenne de la consultation est beaucoup plus longue si on met en charge toute cette coordination du soin aux généralistes. Ça ne corrige pas le problème du cloisonnement. Et il y a aussi dans certaines pathologies chroniques comme l'amylose, donc un manque de formation de ces généralistes. Donc, dans mon sujet, dans le titre, on m'a demandé de parler des MSP et des CPTS. Alors, j'ai fait un résumé un peu de ces différentes organisations, puisque je pense que tout le monde n'est pas au courant de ce que ça concerne. Les MSP, alors c'est deux organisations de soins qui sont différentes. Les MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles, c'est une organisation qui est faite soit monosite, soit multisite, qui regroupe plusieurs professionnels de santé au sein d'un territoire, au sein d'un site ou d'un autre site, des professionnels de santé qui sont de premier ou de second recours, c'est-à-dire qui peuvent être des généralistes ou des spécialistes, et qui permettent de faire la coordination des soins grâce au partage des compétences. Alors, ça ne concerne pas forcément les médecins, ça peut également être les infirmiers, les diététiciens, les kinés. L'idée est de pouvoir bosser ensemble avec une patientèle commune pour favoriser la coordination et le partage des compétences. D'un autre côté, on a les CPTS, communautés professionnelles territoriales de santé, qui sont deux choses donc complètement différentes, où en fait les différents professionnels bossent chacun dans leur coin au sein d'un territoire. Et l'idée, c'est de développer un parcours sur une problématique territoriale, qui peut être le diabète, l'insuffisance cardiaque ou d'autres pathologies transversales, pour qu'on puisse adapter un protocole local et bosser ensemble pour, donc, d'une part, couper au cloisonnement qui a été fait dans les différents territoires, et d'autre part, agir sur une population ciblée. Donc, c'est deux choses qui sont différentes, mais qui permettent de favoriser la coordination des soins. Alors, pourquoi on m'a demandé de parler de ça? Parce qu'en fait, les MSP et CPTS, ça ne date pas d'hier. Et en fait, aujourd'hui, en France, vous voyez que ce soit les MSP et CPTS, c'est développé partout et abondamment, et que pour les MSP, en 2023, on avait 2200 MSP qui sont déjà en fonctionnement et qui regroupent 20% des médecins généralistes en France. Et pour les CPTS, on a également une couverture territoriale de 2/3 et qui est encore en train d'augmenter, qui pourrait atteindre plus de 80% du territoire en France. Alors l'intérêt de ces structures, comme je vous ai dit, c'est d'agir, de permettre une meilleure coordination des soins, de faire une approche plutôt populationnelle et pas uniquement ciblée pour chaque patient, et également aussi de développer des projets de santé communs, par exemple envisager le dépistage de l'amylose et mettre en place des protocoles locaux. Mais surtout, ça permet de faciliter la formation des acteurs de santé au sein d'un territoire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça, on connaît bien.
on a essayé de mettre en place une formation des acteurs de l'insuffisance cardiaque dans le 94, qu'on a développé entre 2023 et 2024, où l'idée, c'était de se dire qu'au lieu de former les différents acteurs un par un au sein du territoire, on formait ce qu'on appelle les formateurs de chacune des CPTS. Le principe est que les experts de la pathologie permettent de former certains professionnels de santé et qui, eux-mêmes, au sein de leur CPTS, vont former les différents professionnels de santé pour pouvoir agir de manière un peu plus générale. Donc nous, on a pu expérimenter entre 2023 et 2024 sur l'insuffisance cardiaque, où on avait réussi à grouper 8 CPTS, ce qui couvre 2/3 de la population du 94, avec des cardiologues, des généralistes, des pharmaciens, des infirmiers et également des gériatres. Et nous avons pu organiser ça sur 2 soirées avec des cas cliniques qui ont été mis sous la forme de cas cliniques. Alors, l'idée n'est pas forcément de faire des choses très complexes pour l'amylose. On sait que pour envisager un dépistage précoce, il suffit d'utiliser des idées simples. On sait qu'aujourd'hui, avant le diagnostic de l'amylose, on a des atteintes extracardiaques, notamment les atteintes musculo-squelettiques qui se présentent plusieurs années avant que le diagnostic soit fait, qu'il soit le canal carpien, le canal lombaire étroit, des pathologies qui sont quand même assez fréquentes dans la population et notamment des pathologies très présentes en ville. Et vous connaissez donc maintenant l'acronyme EPOF, maintenant qui est utilisé déjà depuis plusieurs années pour l'insuffisance cardiaque et qui a été aidé avec l'aide de l'assurance maladie depuis 2023 pour permettre un dépistage précoce de l'insuffisance cardiaque. Et maintenant, donc aujourd'hui, on a REPOF qui permet de simplifier le diagnostic de l'amylose en mettant en avant les atteintes rhumatologiques ou de manière plus générale les atteintes synoviales qui existent, comme la surdité, le canal carpien, le dos à ressaut, les ruptures du tendon du long biceps, le canal lombaire étroit, les prothèses de hanche, associés à les signes d'EPOF, pourraient, jusqu'à preuve du contraire, évoquer une amylose systémique. Donc, on a des moyens de partager ces documents, des documents donc, qui ont été mis à disposition ici dans ce congrès, et qui va permettre en fait, de favoriser un dépistage plus précoce au sein de la ville. Donc, en conclusion, on sait qu'aujourd'hui, on a de multiples traitements qui sont proposés dans l'amylose systémique, dans l'amylose cardiaque, mais le problème, c'est que ces traitements sont toujours conditionnés par l'état baseline du patient et notamment un retard diagnostique qui conditionne fortement le pronostic fonctionnel et vital du patient. Aujourd'hui, il y a de nouvelles organisations donc, qui existent déjà depuis une certaine année, mais qui prennent de l'ampleur, qui pourraient permettre d'améliorer un diagnostic plus précoce. On sait que ça a un enjeu majeur dans les pathologies chroniques, cette coordination des soins. Et on a de plus en plus d'outils et des moyens simples pour faire un diagnostic de plus en plus précoce. Je vous remercie pour votre attention. Très bien, merci beaucoup. On va continuer avec Diane Baudez qui va nous parler des enjeux sur la diffusion et la compréhension des outils diagnostiques. Bonjour à tous, je remercie encore le comité d'organisation de m'avoir invité, de me permettre d'être là. Alors moi je vais partir du principe que grâce aux présentations de mes collègues précédents, vous avez aucun secret, l'amylose n'a plus aucun secret pour vous pour la suspicion diagnostique. Et on va se placer en tant qu'acteur de ville, puisque moi je travaille dans un hôpital privé avec une peu double casquette de centre de compétences du réseau amylose, mais de praticien libéral avec donc les problèmes auxquels on peut être confronté sur les modalités pratiques de notre exercice. Très petit rappel, vous avez déjà eu ce genre d'informations dans les minutes qui m'ont précédé. Globalement, les amyloses cardiaques dans la pratique d'un cardiologue de ville, ça touche pas mal de cadres nosologiques. Ça va de 1 patient sur 5 à 1 patient sur 20, selon quel cadre on considère. Donc globalement, c'est des patients qu'on va tous rencontrer dans notre pratique, même quand on n'est pas spécialiste de l'amylose. Je pense que les cardiologues l'ont bien compris et c'est pour ça que les questions qui me reviennent souvent, c'est bon, d'accord, une fois qu'on a suspecté une amylose en tant que cardiologue, si on fait à peu près correctement notre travail, ça va nous arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Alors pourquoi c'est important d'avoir un diagnostic complet?
Il y a plusieurs enjeux. Je vous ai mis ici un petit peu les répartitions des différents types d'amylose cardiaque. En tout cas, on a une nette prédominance d'amylose à transthyrétine. Parmi celles-là, on va avoir une nette prédominance d'amylose à transthyrétine sauvage. Et parmi les amyloses AL, on va avoir une nette prédominance de maladies monoclonales qui ne seront pas des myélomes. Moi, j'ai souvent des confrères qui me disent « j'ai suspecté une amylose AL, j'ai fait un myélogramme, il n'y a pas de myélome, donc il n'y a pas d'amylose AL ». C'est un raccourci qui ne doit pas être fait. Donc, c'est un petit peu pour vous rappeler les différentes répartitions. Dans le cadre des amyloses AL, l'enjeu, ça va être de ne pas manquer une urgence thérapeutique. Et c'est là que le cardiologue de ville peut parfois être un petit peu inquiété d'avoir raté une maladie dont la mise en place urgente d'un traitement va être primordiale pour le pronostic du patient. Dans le cadre des amyloses à transthyrétine sauvage, l'enjeu, ça va être de pouvoir adapter le traitement spécifique de l'insuffisance cardiaque. Il y a certaines molécules qu'on va devoir peut-être supprimer. Les bêta-bloquants, il y a des controverses intéressantes qui nous attendent un peu plus tard dans la journée. Et puis, éventuellement, initier un traitement spécifique. Puis, dans le cadre des amyloses à transthyrétine héréditaire, on va voir qu'il y a de plus en plus de traitements spécifiques qui s'offrent à nous, voir comment on peut les choisir, comment on peut les adapter. Et puis, bien sûr, le dépistage des apparentés qui sera un enjeu très important pour la famille, quel que soit l'âge du patient, je le rappelle. Alors, le parcours de soins a été transformé. On vous en a déjà un petit peu parlé. C'est un peu la même information, mais présentée différemment. En 2000, il y avait quelques patients qu'on suspectait d'amylose, quelques cardiologues qui se disaient « Ouh là là, c'est pas trop mon affaire, je vais tout de suite envoyer au centre de référence ». On se basait surtout sur un diagnostic histologique, les outils n'étant pas ceux qui sont aujourd'hui. Et puis, on se demandait un petit peu à quoi ça servait tout ça, puisque de toute façon, on n'avait pas forcément de traitement. Les choses en 2024 ont quand même pas mal évolué. Il y a beaucoup plus de patients, on en est conscient. Fatalement, la conséquence directe, c'est que ça va concerner beaucoup plus de cardiologues en ville, que les centres de référence sont, on va dire, entourés de centres de compétences, parce qu'ils ne peuvent pas absorber tous les patients qui leur sont adressés. Les diagnostics ont beaucoup évolué avec une place majeure de la médecine nucléaire maintenant. Et puis les centres de référence aujourd'hui sont là surtout pour réfléchir aux cas complexes, aux diagnostics qui vont peut-être encore nécessiter une preuve histologique. Et puis vraiment pouvoir définir la stratégie thérapeutique avec un arsenal, encore une fois, qui se diversifie. Et des interactions entre les praticiens de ville et le centre de référence, ça ne va plus être à sens unique. Et ça, je pense qu'on est vraiment dans une problématique d'échange en ce moment qui est primordiale. Alors moi, je vous raconte là encore un cas récent, hein, je pense à Loïc, c'est un monsieur de 65 ans qui s'est présenté dans notre service de consultation sans rendez-vous. Pourquoi sans rendez-vous? Faute d'accès aux soins, ça c'est Gagon qui nous l'a rappelé. Hein. Les délais pour voir un cardiologue dans ma région, c'est plus de 3 mois. C'est un monsieur de 65 ans qui n'avait aucun antécédent, mais qui commençait à avoir une dyspnée franchement évolutive. Et puis apparition d'œdème qui ont commencé à l'inquiéter. Il n'avait aucun traitement, il est d'origine française. Et puis sur la biologie, on se rend compte qu'il a une élévation de la troponine assez franche. Notre norme, elle est à 14, un NT-proBNP très élevé, à près de 8500 pour une fonction rénale normale. Et une échographie cardiaque qu'on lui fait le jour même, qui est franchement très évocatrice d'amylose, avec une hypertrophie, un petit épanchement péricardique, une altération de la fonction longitudinale, et puis une infiltration valvulaire que l'on peut constater. Ce monsieur, il avait une altération du strain en cocarde. On n'est pas sur un diagnostic à un stade très très précoce. Et ce qui nous a un petit peu alerté, c'est que, en le réinterrogeant pour faire les mesures indexées de l'échographie, je réalise, même si devant moi je pouvais m'en rendre compte, qu'il fait 1m85, il est quand même assez grand. En faisant l'échographie, je me rends compte qu'il a une peau assez fine au niveau du thorax, qui me fait penser à une infiltration plutôt systémique. Et il a 49 de protite sur la biologie, ce qui n'est pas forcément suffisant au vu de son gabarit. On peut lui faire une bandelette urinaire qui retrouve 3 croix de protéinurie. Donc là, on se dit, bon, ok, on n'est pas sur une maladie cardiaque simplexe. On suspecte une amylose AL. Et le jour même, je l'envoie au laboratoire. Donc c'est un monsieur qui est externe. Hein. Encore une fois, j'exerce dans ce service en tant que cardiologue libéral. Je ne suis pas avec ma casquette hospitalière à ce moment-là. Et je lui dis, monsieur, il va falloir aller au laboratoire tout de suite pour faire un bilan complémentaire un peu conséquent, notamment à la recherche d'une anomalie clonale, puisqu'à ce stade, on suspectait fortement une amylose AL. Alors, le bilan qu'on prescrit en ville, le bilan complet pour éliminer une anomalie clonale, je pense que vous commencez à en avoir entendu parler, il associe 4 tests, l'électrophorèse des protides sériques, l'immunofixation, le dosage des chaînes légères LIP sériques kappa et lambda, il faut les deux, et la recherche de protéinurie de Ben Jones. Vous avez à votre disposition sur le site du réseau Amylose des prescriptions toutes faites, si vous avez envie d'en avoir d'avance pour ne rien risquer d'oublier, où il y a juste votre nom et le nom du patient à rajouter, et qui donne en plus quelques outils d'interprétation de ces examens sur lesquels on va passer un petit peu plus de temps.
Alors, le bilan biologique complet, il est très important parce que s'il est négatif, il a une très très bonne valeur prédictive négative. Sa sensibilité est de plus de 98%. Donc, globalement, s'il est normal, on peut raisonnablement éliminer une gammapathie monoclonale qui est le substrat indispensable pour une amylose AL. Il existe des normes pour le dosage des chaînes légères libres sériques, kappa et lambda. C'est des immunoglobulines qui sont produites par un plasmocyte. On a toujours une petite production de chaînes légères libres en excès, mais qui vont être autour de 10 mg par litre avec un ratio entre les kappa et les lambda dont les normes sont définies. La seule subtilité d'interprétation, c'est que ces chaînes légères, elles sont éliminées par le rein. Et donc pour les patients qui ont une insuffisance rénale, on peut parfois avoir une petite accumulation qui prédomine généralement sur les chaînes légères kappa. Et donc il est un petit peu plus difficile d'interpréter non seulement la valeur absolue des chaînes légères, mais également leur ratio. Vous avez un papier récent ici de l'équipe anglaise qui nous propose une adaptation du ratio entre les kappa et les lambda à la fonction rénale, estimée par MDRD ou par CKD-EPI, qui me semble intéressant d'avoir comme référence sous le bras, mais évidemment pas à retenir par cœur. Alors le vrai problème du dosage des chaînes légères libres en ville, puisque c'était un petit peu le sujet de mon topo, c'est que c'est assez coûteux et surtout ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Je précise qu'il faut écrire kappa et lambda sur l'ordonnance puisque, en fait, dans la nomenclature, dans les tests que l'on propose au laboratoire, c'est deux examens différents qui vont être donc facturés parfois séparément. Et pour des raisons d'économie, certains patients vont dire « bah non, moi j'en fais qu'une », ou un laboratoire va dire « bah non, moi j'en fais qu'une », ça me revient assez souvent. Donc il faut vraiment préciser qu'il faut faire les deux. On ne pourra pas établir de ratio sinon. Et c'est un examen qui va tourner autour de 80 €. Si on ne prévient pas les patients, certains vont parfois refuser l'examen et c'est un petit peu dommage. Alors pourquoi c'est pas remboursable ? Parce qu'en 2006, la HAS avait estimé que le service attendu n'était pas déterminé et donc n'a pas inscrit cet acte à la nomenclature des actes remboursés en biologie de ville. C'est une question qui nous interroge depuis un certain temps et en 2019, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a fait une saisine pour réévaluer l'intérêt médical de ce dosage. La HAS a fait une note de cadrage cette année, donc on nous a expliqué qu'il y avait toute une évaluation qui était prévue avec un rapport qu'on espère début 2025 pour préciser s'il y a finalement un intérêt à faire le dosage des chaînes légères. Alors pourquoi ils avaient estimé que ce n'était pas remboursable jusqu'à présent ? Parce qu'ils considéraient que finalement le diagnostic des maladies qui pouvaient reposer sur le dosage des chaînes légères libres pouvait être fait d'autres façons, notamment avec l'électrophorèse, la recherche de protéinurie de Ben Jones, et surtout que ça considérait des maladies dont le taux d'évolution était assez faible. Par exemple, pour l'amylose AL, l'incidence était estimée à 700 cas par an. On voit que c'est quelque chose qui est en évolution. Hein. Mes collègues précédents vous l'ont bien démontré, j'espère. Donc potentiellement, il y a quand même 3 indications pour lesquelles ça pourrait être intéressant dans l'amylose AL et on espère qu'en mars 2025, les choses vont un petit peu évoluer. Quoi qu'il en soit, si vous avez des difficultés, que ce soit pour réaliser ce dosage, que ce soit pour l'interpréter, le réseau amylose, c'est un réseau national qui est relativement structuré. Je suis à peu près convaincue que autour de chacun des praticiens, il y a un correspondant qui peut être un recours. Et je pense que c'est vraiment important de savoir quel est son centre de recours quand on s'intéresse un petit peu à l'amylose, de façon à ne pas être pris au dépourvu le jour où on suspecte une amylose AL. Vous avez là l'adresse qui vous permet de trouver le centre le plus proche. Moi, je sais que lors de congrès comme ça, les correspondants qui travaillent dans ma région sont contents de pouvoir venir me voir, me dire bon bah ok, comment on fait, comment ça se passe le jour où j'ai une suspicion, et de le savoir en amont, ça simplifie grandement les choses. Et de la même façon, moi, je suis centre secondaire, mais pas centre tertiaire, et je suis contente de savoir vers qui me tourner dès que j'avance un petit peu. Moi, j'ai pas parlé un quart d'heure encore là. Hein. C'est extrêmement stressant, cette histoire. Cet algorithme, vous le connaissez, quand on suspecte une anomalie clonale, on fait le bilan immunologique et la scintigraphie osseuse. Pour notre patient, la scintigraphie osseuse ne fixait pas et montrait une gammapathie monoclonale franche avec un excès de chaîne légère lambda, aussi bien dans le sang que dans les urines. Notre diagnostic était fait, il ne manquait que la confirmation histologique. La confirmation histologique, elle peut s'obtenir soit sur des sites cardiaques, soit sur des sites extracardiaques, généralement en première intention. On essaye de ne pas perdre de temps quand on suspecte une amylose AL et on va assez vite à la biopsie myocardique si la BGSA notamment n'a pas donné de résultats. On n'oublie pas qu'il faut plusieurs prélèvements. Il faut un prélèvement dans le formol et un prélèvement
sur une compresse à l'état frais dans du sérum physiologique pour faire les différents marquages, éventuellement la protéomique. Et là encore, je pense que si on n'a pas la certitude de pouvoir réaliser ces biopsies dans de bonnes conditions avec une rentabilité optimisée, il ne faut pas hésiter à s'adresser au centre de référence le plus proche. Alors, quand on suspecte non pas une amylose AL, mais une amylose à transthyrétine, on l'a vu, c'est toujours le couple anomalie clonale avec le bilan de gammapathie à rechercher et la scintigraphie osseuse qui seront en première ligne. Et on a l'habitude de dire que quand on a un grade 0, on n'a pas d'amylose à TTR, et quand on a un grade 2 ou 3, on a une forte suspicion d'amylose à transthyrétine. Alors, juste pour revenir un petit instant sur le score de Perugini, qui nous dit que globalement, quand on a un score 0 ou 1, c'est soit pas d'amylose, soit une amylose AL, et un score 2 ou 3, c'est une amylose à transthyrétine si on n'a pas de gammapathie. Méfions-nous d'abord, pour les scores 0 ou 1, de ne pas avoir une faible fixation en rapport avec une stagnation du marqueur dans les cavités cardiaques. C'est un piège que j'ai encore vu moi fréquemment au mois de septembre, un patient qui est arrivé paniqué, certain qu'il avait une amylose à transthyrétine. Et en fait, quand on regardait les images, le marqueur, il n'était pas dans le myocarde, mais juste dans les cavités cardiaques. Et là, on était sur donc un faux positif de la scintigraphie. L'autre piège, c'est qu'il peut y avoir des amyloses à transthyrétine, surtout maintenant, comme vous l'a montré Olivier Lérez, qui à un stade précoce vont fixer avec un score 1, donc on ne peut pas se contenter d'un score 2 ou 3 pour affirmer le diagnostic. Et surtout, on peut avoir, dans le cadre des amyloses AL, une faible fixation myocardique, donc il ne faut pas se contenter de ce seul examen et toujours faire la recherche de gammapathie monoclonale. Comme vous l'a dit Olivier, avec les évolutions du phénotype, je pense qu'on va se diriger vers une interprétation de la scintigraphie plutôt de type est-ce que ça fixe pas, plutôt qu'un espèce de continuum et de camailleux de fixation qui peuvent être un petit peu source de confusion. Et enfin, pour les fortes fixations du traceur cardiaque, comme vous l'avez vu, la scintigraphie est censée être un petit peu plus précoce que l'échographie. Ça peut être vraiment très intéressant puisque, encore une fois, les patients d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes et non plus des amyloses échographiques aussi typiques que ce qu'on connaissait. Donc, cet outil de scintigraphie peut être un outil de diagnostic plus précoce. Mais là encore, méfions-nous, il y a des amyloses AL qui fixent. Sur cette série récente de 2023, il y en avait plusieurs qui avaient pourtant des scores de fixation en scintigraphie 2 ou 3 et qui étaient d'authentiques amyloses AL. Donc on ne se contente jamais de la scintigraphie osseuse sans évaluation immunologique. Je vous ai remis ici les quelques faux négatifs et faux positifs de la scintigraphie, qui sont peut-être des affaires d'experts. Mon message, là encore, c'est que dès qu'on a un doute, si ça ne colle pas avec le sentiment clinique que l'on a, dans un sens ou dans l'autre, on n'hésite pas à se tourner vers un centre de compétences ou de référence de proximité. On n'hésite pas à demander de discuter de façon collégiale. C'est une maladie qui nécessite souvent d'avoir plusieurs regards. Alors, les enjeux diagnostiques, pour moi, ils sont vraiment partagés entre la ville et les centres de référence aux 3 étapes. En ce qui concerne le bilan de gammapathie monoclonale, il est urgent si on suspecte une amylose AL, il peut tout à fait être réalisé en ville, même si on peut s'adresser au centre expert à la moindre difficulté. La scintigraphie osseuse, elle est parfaitement accessible en ville. Et là encore, si on a un doute d'interprétation, on n'hésite pas à poser la question à appel à un ami. Et enfin, la confirmation histologique, même si on a recours de moins en moins souvent, elle est indispensable pour traiter une amylose AL et ça passera par un centre expert, aussi bien pour la réalisation, l'interprétation que pour la mise en place du traitement derrière. Et comme on vous l'a rappelé, on n'oublie pas les tests génétiques pour les TTR qui permettent également le dépistage des apparentés, d'élargir parfois le champ thérapeutique. Et ça passera là encore par un centre de référence. Je vous remercie de votre attention. Je tiens quand même à présenter mes excuses à Diane. Je n'avais pas vu que c'était 15 minutes. Excuse-moi, mais c'est juste, on a réservé beaucoup de surprises aujourd'hui. C'est la première, du coup, ce qui attend les orateurs si vous dépassez votre temps. Voilà. Heureusement qu'on se connaît, je ne me vengerai pas. La parole est à vous maintenant, si vous avez des questions. Bon, peut-être que les 4 orateurs, vous pouvez revenir sur scène. Puis le temps que les esprits se réveillent, Philippe a déjà une question. Merci beaucoup. J'avais une question sur le réseau ville-hôpital et l'expérience qui a été décrite sur le réseau ville-hôpital. Comment est-ce que vous pouvez nous parler de votre mise en place dans l'insuffisance cardiaque, vous avez dit que vous avez mis en place au niveau des CPTS, comment ça fonctionne en pratique
pour pouvoir utiliser votre expérience là-dessus et imaginer le faire pour l'amylose ou le décliner pour d'autres données. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu plus comment ça se passe en pratique? Alors, sur la pratique, quand on a évoqué en fait le sujet de formation dans l'insuffisance cardiaque, on est parti dans l'idée était d'abord de savoir comment on pouvait améliorer le parcours de soins dans l'insuffisance cardiaque. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a convenu avec des personnes qui étaient sensibilisées en insuffisance cardiaque à des réunions pour savoir comment on pourrait améliorer la prise en charge. Ce qui est venu en premier, et de manière unanime, c'était que les différents professionnels de santé ne parlaient pas le même discours, que ce soit un infirmier, un généraliste, et que la plupart des termes dans l'insuffisance cardiaque n'étaient pas compris de la même manière. Et ce qu'ils voulaient en priorité, c'était d'envisager des formations. Avant d'envisager une meilleure communication des outils, ils voulaient être formés. Donc, ce qu'on a convenu, en fait, c'est une décision commune qui a été faite à l'ensemble des CPTS, c'était de voir la manière dont eux souhaitaient. Et en fait, on a fait de manière assez simple, c'est-à-dire qu'on avait organisé des soirées où, en fait, on a demandé au sein de chacune de ces CPTS qu'il y ait un cardiologue, un infirmier, un généraliste, un pharmacien qui viennent et qui avec des cas cliniques qu'on a convenus ensemble pour essayer d'améliorer la formation, qu'on puisse en fait rédiger des cas et des questions et répondre aux questions. Et en fait, le but était de savoir si ça parlait à tout le monde. Et au final, les cas ont été assez simples, puisqu'il y avait des cas peut-être plus adaptés aux cardiologues, des cas plus adaptés aux infirmiers. Mais en fait, l'ensemble fait que ce qu'on a convenu a pu être retransposé chacun au sein des CPTS. Alors, je dis retransposé, en fait, jusque-là, sur les 8 CPTS à qui on a fait la formation, on a 4 CPTS qui ont retransposé ça au sein de leur CPTS, ce qui est déjà pas mal, mais en fait, c'est des choses où on a convenu avec eux la manière dont il fallait faire. Et chacun n'a pas fait de la même manière. Chacun ont trouvé leur utilité ou des choses qui étaient inutiles, qui n'ont pas adopté. Mais en fait, le but était de discuter avec eux. J'ai une question sur les biopsies dans l'amylose. Diane, tu nous as parlé de ton centre. Est-ce que là, sur ton patient avec la protéinurie, je suis là, est-ce que... sur le patient avec la protéinurie, est-ce que tu vas plus facilement à une biopsie rénale? Est-ce que tu arrives à faire ça dans ton centre en disant l'atteinte cardiaque souvent peut être assez fine, là il a une protéinurie majeure. Est-ce que la biopsie rénale peut être, après la BGSA évidemment, un enjeu et comment ça se passe? Alors ça peut tout à fait. En l'occurrence, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors nous, on fait pas du tout de biopsie. On fait quelques biopsies myocardiques, mais très rarement dans le cadre des amyloses parce qu'on n'en fait pas très souvent et que c'est plus risqué de les faire avec des équipes qui en font moins souvent. Donc moi, c'est vrai que j'ai un centre extrêmement cardiologique qui est assez peu multidisciplinaire. J'ai pas de néphrologue, par exemple, sur place, hors dialyse, mais c'est pas trop le sujet là. Donc ce monsieur, il a été envoyé dans le centre de référence. Il a eu une BGSA et la BGSA a permis d'obtenir le diagnostic. Je pense franchement, vu la gravité de l'amylose AL qu'on avait là, dans une équipe entraînée, qu'il aurait été, mais je parle sous le couvert de mes collègues de Créteil, qu'il aurait eu la biopsie myocardique si la BGSA n'avait pas été rentable, parce qu'on était sur un stade 3B, les plus mauvais pronostics, et que l'urgence c'était vraiment le traitement. La sensibilité des biopsies myocardiques dans ce cadre-là, elle est proche des 100%, et je pense qu'on n'aurait pas perdu de temps. Je ne sais pas si le docteur Oguina, qui s'en est occupé, confirme mes dires. En pratique, c'était intéressant parce que ce patient, il avait des bulles hémorragiques dans la bouche et donc effectivement, il était programmé pour une BGSA que les stomatos ont refusé de faire. Et du coup, on l'a diagnostiqué sur une biopsie de peau. Ah oui, tout à fait. Assez facile parce qu'il avait une vraie atteinte systémique, etc., etc. Mais le jour où il est arrivé, où on a constaté du coup avec Steven, notre ISPAC, qu'il avait des bulles hémorragiques et que du coup il a été retoqué de la BGSA, effectivement on s'est posé la question de faire la biopsie myocardique d'emblée et puis on s'est dit on essaye la peau et puis dans 3 jours, si on n'a pas d'amylose, mais on aurait pu passer par le rein. Nous on a un accès, encore une fois, comme vous le savez, très très facile aux biopsies myocardiques, mais il était tellement multisystémique ce monsieur que ça aurait été... On aurait pu prélever plein de choses, ouais. Mais je pense vraiment que pour l'histologie, justement pour rentabiliser, augmenter le taux de rentabilité des biopsies, c'est hyper important de le faire dans des centres qui ont l'habitude non seulement de bien faire le prélèvement, et aussi ensuite de bien le préparer en anapathe, de bien le marquer, parce que oui, il y a des techniques, c'est objectif, etc., mais il y a quand même tout un travail de préparation qui est humain et qui est beaucoup lié à une vraie courbe d'apprentissage. Et moi, je ne m'amuse pas à prélever des patients pour perdre du temps et pas avoir de résultats satisfaisants.
Je vais bien ajouter un commentaire, si vous voulez. Thibaut, je suis là. Voilà. J'ai passé le micro, mais j'en profite. Je crois que ce que tu dis, Diane, est super important. C'est-à-dire que dans l'amylose à elle, on n'a pas beaucoup de temps, quoi. Il faut être super pragmatique, c'est-à-dire que si on rajoute des biopsies, à chaque fois, il faut attendre une semaine minimum pour avoir le résultat. Puis après, que le médecin ait le temps, la semaine d'après, que la napate envoie le résultat, de voir le résultat, de reconvoquer le patient, d'appeler le patient, que le patient soit disponible, de programmer l'autre biopsie qui va prendre un certain temps. Si c'est une biopsie du rein, il faut voir avec les néphrologues, est-ce que ils sont prêts, le patient anticoagulant, étape, et à la fin, on finit à 1 mois et demi. La biopsie, la deuxième ou la troisième n'a jamais été faite, quoi. Donc quand il y a une atteinte cardiaque qui est majeure qui guide le pronostic, il faut pouvoir faire des biopsies myocardiques. Il faut faire une extracardiaque, à mon avis, hein. Et après, si l'extracardiaque est négative et qu'on est convaincu que c'est une amylose à elle, comme ton cas, il faut aller à la biopsie cardiaque, quoi. Il ne faut pas traîner, quoi. Et je pense que c'est l'intérêt du réseau et d'effectivement l'organisation en différents niveaux de centre et de compétences et d'expertise. Tout le monde ne peut pas faire des biopsies cardiaques. Tout le monde n'a pas la napate pour lire les biopsies cardiaques. Il faut qu'on se passe les patients parce que voilà. Alors nous, on a des cardiologues extrêmement interventionnels qui font les biopsies. En 48 heures, même pas 24 heures, on a la biopsie le lendemain, quoi. Et le patient, il arrive, paf, il fait la biopsie, il repart le lendemain, il va dans le centre adéquat. Et il faut qu'au niveau national, faut pas que ça traîne, quoi. Mais c'est vrai que, c'est ce que tu dis, c'est crucial. Une extracardiaque, et à mon avis, si c'est un patient aussi sévère, je sais pas, après il y a des avis différents, il faut passer au cœur. Et effectivement, quand c'est le cœur, c'est plus facile à organiser en cardiologie une biopsie du cœur qu'une biopsie du rein. Et nos néphrologues, nous, sont terrorisés parce qu'en fait, la biopsie du rein, ça saigne énormément. Et c'est plus compliqué finalement qu'une biopsie cardiaque. C'est un commentaire. Je ne sais pas si vous... C'est pas dangereuse. Hein ? Une biopsie cardiaque qui n'est pas dangereuse. Alors, c'est beaucoup moins dangereux qu'on le pense, particulièrement quand il y a une amylose, parce que le cœur est tellement rigide qu'on a très peu de complications. C'est pas pareil sur nos greffés cardiaques qui ont un cœur sain. On a plus de complications sur les greffés cardiaques et on leur fait des biopsies cardiaques répétées tous les mois, la première année, donc ça y va. Et sur l'amylose, on a beaucoup moins de complications. On ne peut pas dire zéro, mais c'est vraiment zéro, quoi. Par rapport à une amylose qui évolue en 3 mois, le patient est mort, il n'y a pas photo, quoi. Oui, ben moi, je voulais dire simplement, je suis entièrement d'accord avec Thibaut sur il faut dégainer très vite sur les biopsies cardiaques, et c'est ce qu'on fait aussi. Et je suis d'accord avec toi que quand on a l'habitude, c'est pas un drame. Une biopsie cardiaque, c'est beaucoup moins dramatique qu'un diagnostic raté par défaut de temps. Je voulais quand même féliciter les orateurs de la qualité de leur topo. Et voilà, c'était brillant, c'était très bien. Donc merci. J'ai des questions parce que vous avez tous bien insisté sur l'intérêt et les limites, et notamment, je pense, au topo sur l'imagerie ou sur le diagnostic. Il y a des fois où c'est facile, et puis il y a des zones grises. Et puis il y a le problème aussi, les red flags. C'est pas toujours si rentable. Je veux dire par là que l'atteinte extracardiaque, c'est oui, d'accord. Il y a combien de pourcents des canaux lombaires étroits ou des canaux carpiens qui sont authentiquement des amyloses? Est-ce que c'est si rentable que ça? C'est un problème. Et donc la question qui me vient, c'est quelle est la place à imaginer pour l'intelligence artificielle dans cet arbre diagnostique, et notamment l'application à l'imagerie de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça peut nous aider? Merci beaucoup pour cette question. En vrai, j'avais pensé en parler un petit peu parce que l'équipe de Thibaut a publié là-dessus pour un peu préciser les phénotypes avec du clustering, des analyses un peu complexes. Et ça m'arrange bien que vous me posiez cette question parce que j'ai oublié de mettre en avant qu'il y a un groupe IRM en fait, qui s'est créé au sein de IR, à laquelle on participe avec notamment Théo Pézel, et pour lequel l'intelligence artificielle pour le diagnostic, alors sur le versant de l'IRM, est probablement une intelligence artificielle sur le multisymptômes, multimodalité d'examen, ECG, imagerie, échographie, IRM, pourrait permettre de mieux préciser les diagnostics. Et là, je pense plutôt avec ce regard quand on fait un bilan pour une insuffisance cardiaque ou pour une cardiopathie hypertrophique, est-ce que l'intelligence artificielle n'a pas quelque chose, des patterns à identifier, notamment? J'en parle pas, on dit toujours que le CV c'est magnifique, ça donne une valeur, mais comment est-ce qu'on analyse exactement le CV? C'est pas si simple que ça. Où faire les zones d'intérêt? On sait que c'est toujours un petit peu hétérogène. Est-ce qu'il n'y a pas des patterns qui sont propres à l'amylose et qu'on ne retrouve pas dans les autres cardiopathies? Ça sera des choses que peut-être l'intelligence artificielle verra que nous, vrais intelligents, n'avons pas encore vues.
Mais c'est dans les tuyaux, oui, tout à fait. Un complément d'information, on peut même revenir en amont sur l'intelligence artificielle. C'est là dans la salle, pardon, Nicolas Lamblin. Il y a des travaux actuellement sur des données du PMSI. Et quand on combine chirurgie de 2 canaux carpiens, puis mise sous diurétique, puis homme de plus de 80 ans, on est à plus de 80 ou 100% d'amylose à transthyrétine dans les années qui suivent. Donc l'intelligence artificielle existe sans avoir forcément des outils très compliqués. Rien que sur des données de PMSI, on fait sortir un certain nombre de choses très, très intéressantes. Et effectivement, il faut beaucoup de patients pour faire de l'intelligence artificielle. Et quand on voit la courbe exponentielle du diagnostic de ces cardiopathies, on va pouvoir avoir quand même un volume critique de malades pour avancer avec ces outils-là. Je peux poser une question ? Oui, sur le diagnostic précoce. Donc vous avez parlé des manifestations rhumatologiques. Alors vous voyez comment la transition entre le rhumatologue et le cardiologue, quelle va être la relation, comment le patient va passer du rhumatologue au cardiologue avant le stade d'insuffisance cardiaque, parce que REPOF c'est bien, mais c'est déjà un patient qui est au stade d'insuffisance cardiaque. Donc l'intérêt ce serait d'arriver avant REPOF, quoi. Alors oui, c'est sûr que EPOF, c'est un peu ce qui avait été présenté. Hein. Donc aujourd'hui, le diagnostic est souvent fait au stade d'insuffisance cardiaque et qui est tardif. L'idée, en fait, de REPOF, hein, donc de cet acronyme, c'est de sensibiliser, de commencer à sensibiliser pour que la population puisse connaître un peu, c'est d'envisager un dépistage plus large pour, in fine, essayer de trouver des moyens après plus simples derrière, de voir si on pourrait faire le diagnostic plus précocement. Alors on sait qu'aujourd'hui, les canals carpiens, si on prend l'exemple des canals carpiens, les patients de plus de 70 ans avec un canal carpien bilatéral sont des arguments en faveur d'une amylose, en tout cas d'une atteinte amyloïde du canal carpien. Mais on n'a pas pour toutes les pathologies. Et en fait, le but, encore une fois, c'est de commencer à faire le lien avec la ville pour qu'ils soient sensibilisés, pour essayer de développer et d'envisager des diagnostics encore plus précoces que l'insuffisance cardiaque. On peut que se réjouir. Pour compléter, excuse-moi, c'était ce que je disais, quand même être capable de sortir du phénotype purement cardiaque pour essayer d'arriver en amont, c'est ce que tu disais. Et donc les rhumatologues sont de plus en plus sensibles à ça. La question derrière ensuite, c'est est-ce qu'on trouve donc des dépôts d'amylose sur un canal carpien? Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce que souvent, on l'a vu, hein, ça arrive quelques années avant l'atteinte cardiaque. Et la question derrière, c'est est-ce qu'on a les capacités ensuite et quelle organisation surtout pour être capable de suivre ces patients pendant plusieurs années probablement, alors qu'ils n'ont rien du tout sur le plan cardiaque, j'entends. C'est une organisation, c'est potentiellement en plus une charge pour le patient chez qui on met un potentiel coup près qu'on n'est pas sûr de voir arriver. Donc, à mon avis, l'enjeu, il est là, parce qu'aujourd'hui, et Sylvie en parlera mieux que moi, puisqu'elle a communiqué largement auprès de nos confrères rhumatologues, ils sont très sensibles à cette problématique, et en plus intéressés, parce qu'ils savent le potentiel impact que ça a derrière. Effectivement, on était il y a 48 heures, Thibaut et moi, au congrès, et merci à l'équipe de Pfizer qui nous a permis d'intervenir avec des confrères rhumatologues et Marc-Antoine Delbar que vous connaissez. On a eu un accueil extrêmement chaleureux. Il y avait 12 sessions en parallèle et plus de 100 rhumatologues dans la pièce. Beaucoup de questions extrêmement pertinentes. On a vraiment senti dans les questions de la fin de la session qu'en fait, ils avaient tous été confrontés à la problématique et qu'ils commençaient à être franchement convaincus de leur place justement dans le diagnostic précoce. Et Olivier et Thibaut interviennent la semaine prochaine au congrès des chirurgiens de la main, qui nous avait déjà l'année dernière réservé un accueil incroyable en nous disant que s'ils pouvaient sauver des vies, ils étaient complètement partants de travailler avec nous. Et il y a un certain nombre d'entre vous qui sont... je sais que l'équipe d'Angers et l'équipe de Lyon sont déjà en contact avec des chirurgiens de la main qui sont extrêmement motivés et qui diffusent l'information là-dessus. L'idée, c'est effectivement de définir des algorithmes de qui adresser, quand adresser. Mais le travail est en cours et je trouve que ça prend plutôt très bien pour le coup. On peut que se réjouir de prendre en charge les malades plus tôt, mais c'est vrai que ça nécessite de structurer énormément dans nos centres chacun pour absorber le flot de malades qui est là et qui va arriver. Comment vous voyez les choses pour les 10 prochaines années dans vos centres chacun? Comment vous allez absorber ce flot de malades?
C'est une très bonne question et comme je te disais, on a déjà du mal à absorber les demandes de gens qui sont symptomatiques et donc qui ont des cardiomyopathies avérées. Donc c'est effectivement compliqué d'anticiper sur des gens asymptomatiques. Donc je crois peut-être aux outils d'intelligence artificielle et j'espère beaucoup aussi les développements des biomarqueurs parce qu'on peut imaginer un biomarqueur sanguin qui permettrait de faire un suivi ambulatoire assez simple. Ça, ce serait je crois au développement des biomarqueurs dans ce domaine. Juste pour rebondir sur les biomarqueurs, peut-être un petit commentaire sur la transthyrétine. Est-ce que ça peut être quelque chose qu'on peut envisager d'utiliser ? Je ne sais pas si le dosage de la transthyrétine par elle-même pourrait être intéressant. On a vu au travers des dernières études que la thérapeutique et la stabilisation pouvaient impacter sur les taux. Mais de là ensuite à ce qu'un taux absolu pris chez un patient X puisse être un marqueur, je n'en suis pas sûr. Alors peut-être demain, il y a quelques travaux sur les dosages de la forme monomérique de la transthyrétine. Pourquoi pas ? Aujourd'hui, je crois que c'est que sur un aspect très recherche préclinique, enfin très, très, très en amont de son application clinique. Cela dit, peut-être que demain, on sera capable de doser la forme monomérique. Eh bien voilà, on va avoir fini ce temps d'échange. Et maintenant, le moment crucial de la fin de chaque session, à savoir remettre les éléments clés des 4 topos qui se sont déroulés devant vous. Et ça, tu vas d'abord accepter la mission. Oui, alors essayer de faire un résumé, c'est pas simple, mais c'est très intéressant puisqu'on a vu un petit peu l'évolution sur les 20 dernières années de la prise en charge de l'amylose. Olivier en a bien montré ça avec, je pense, un des éléments clés, un tournant, ça a été vraiment la scintigraphie osseuse qui a un petit peu révolutionné la prise en charge. Où là, les cardiologues se sont rendus compte en fait que c'était une maladie du cœur, l'amylose cardiaque. Il a bien montré que le profil des médecins qui allaient suivre les patients était passé du profil interniste vers les cardiologues. Donc avec, au fil du temps, des examens, l'échographie, l'IRM qui ont apporté des plus pour améliorer le diagnostic et améliorer le diagnostic pour qu'il soit fait de plus en plus tôt. Il a bien montré que les patients avaient des hypertrophies de moins en moins sévères au moment du diagnostic, des FE moins altérés. C'était un des éléments majeurs qui va permettre d'améliorer le pronostic, indépendamment même de tous les traitements spécifiques qui sont en cours de développement. Donc vraiment, il a insisté sur l'importance du diagnostic précoce, avec les manifestations extracardiaques, donc on en a un peu parlé, des manifestations rhumatologiques. Donc on verra comment est-ce que les rhumatologues peuvent prendre leur place, ou même les chirurgiens orthopédiques, sachant que pour les canaux carpiens, ça va être compliqué parce qu'ils ne font pas toujours des biopsies, voire rarement. Donc après, sur le diagnostic clinique et l'imagerie, il a bien montré qu'il y a un organigramme qui est bien défini, qu'il faut suivre, qui permet de résoudre beaucoup de situations. Donc, à partir du moment où on a une échographie pathologique, faire la recherche de gammapathie, faire la scintigraphie osseuse, et puis en fonction des résultats de ces 2 examens, passer sur les explorations plus lourdes si nécessaire. Il y a d'autres paramètres, d'autres scores qui peuvent nous aider. Donc, il a bien montré notamment le score de Bordrini, qui est un score échographique qui permet une étude multiparamétrique qui permet d'améliorer la sensibilité du diagnostic d'amylose. Donc, il faut également s'aider de ces scores qui existent. Et puis aussi, bien sûr, des red flags. Dès que le patient a une hypertrophie VG, aller chercher tout de suite les red flags et orienter sur l'arbre diagnostique dès qu'il y en a au moins un red flag. Alors, ensuite, sur les enjeux organisationnels, donc, il y a plein de choses à faire, sûrement. Passer par les MSP, les CPTS, ça va être sûrement très très intéressant. Former les médecins généralistes, déjà bien les former sur l'insuffisance cardiaque, ce serait déjà une chose
majeur, et après peut-être un peu plus sur l'amylose, mais au moins déjà bien sur l'insuffisance cardiaque, et leur demander de nous les adresser assez rapidement en cas de symptômes suspects, de manifestations extra-articulaires et d'insuffisance cardiaque associée. Un élément majeur dans la présentation de Diane, ça a été qu'il faut faire les examens, mais il faut bien les faire. Donc, c'est pas juste rechercher la gammapathie, il faut vraiment faire tous les dosages, les chaînes légères, donc pas hésiter à envoyer le patient à l'hôpital où la prise en charge sera assurée financièrement, donc vraiment faire tous les dosages. Pour la scintigraphie, bien faire les coupes les coupes planes, et ne pas faire uniquement le critère de Perugini, quand on peut avoir effectivement des feux positifs. Donc c'est vraiment important aussi de demander aux nucléaristes de bien faire les coupes. Et puis sur les biopsies aussi, l'anapathe, c'est pas quelque chose d'anodin. Tout le monde ne fait pas de l'anapathe. Tout le monde ne fait pas bien de l'anapathe, donc il y a plusieurs dosages, il faut le mettre dans le formol, dans les prélèvements frais, donc il faut vraiment envoyer à un laboratoire qui a l'habitude. Moi, la semaine dernière, j'ai reçu un résultat de BGSA dans mon laboratoire de vie qui marquait prélèvement amylose, et c'est tout. Donc j'ai appelé le laboratoire, après il m'a dit pour les analyses complémentaires, le typage, ça coûte plus cher, donc il faut le préciser. Donc il faut surtout vraiment ne pas hésiter à envoyer dans des laboratoires vraiment qui ont l'habitude, des laboratoires spécialisés. Et puis si vous avez des doutes, si vous avez des questions, il y a le centre expert avec la boîte mail, vous pouvez envoyer vos questions, ils sont très réactifs, Henri Mondor, et donc on aura. Si vous avez la moindre question, le moindre dossier un peu compliqué, il ne faut vraiment pas hésiter à les contacter. Ils vous répondent rapidement. C'est toujours pertinent et c'est vraiment très, très aidant. Merci beaucoup, on est parfaitement dans le timing. Avant d'enchaîner sur la session 2, je tenais à remercier Lucie Lestria qui est parmi nous, qui nous présente du coup ce magnifique schéma, dessin, illustration, de synthèse de cette première session. Et donc c'était la deuxième surprise de la journée. Vous allez voir tout au long de la journée, Lucie va illustrer du coup nos propos. Et donc je pense qu'on peut retenir de ce premier dessin l'amylose comme maladie caméléon. Ça vient pas de moi, ça vient de Thibaut Damy bien sûr, parce que c'est lui les acronymes. Merci à tous encore.